Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser l'effet que vous avez sous les yeux. Je parle beaucoup trop vite, ça fait 8 fois que je recommence ce tuto, c'est un véritable plaisir. Plein de crash de Blender, donc je vais faire plein de CTRL S. Alors, je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas de simulation, il n'y a pas de système de particules, c'est uniquement du shader procédural animé. Compatible Eevee et Cycles, donc ça, c'est l'avantage. Et surtout, compatible également avec tous vos objets, vu que c'est du procédural avec une texture générée. En gros, ça ressemble à ceci. Ça, c'est ma vue 3D. Là, on est en Eevee. Vous voyez que si j'appuie sur Play, j'ai bien mon objet qui va se consumer au fur et à mesure, avec un joli dégradé qu'on va pouvoir générer à la main comme on le souhaite, avec les couleurs voulues. Voilà. Donc là, j'ai ma génération en temps réel, soit avec Eevee, soit avec Cycles. L'avantage d'Eevee, c'est qu'il ferait une sorte de bloom, donc de flou lumineux pour donner un effet, une illusion d'éclairage. L'avantage de Cycles, c'est que lui, il va générer vraiment un éclairage sur mon objet. Donc si j'ai un sol ou autre, il va vraiment me projeter de la lumière avec l'émission tout autour. On a une interprétation alpha qui est beaucoup mieux avec Cycles comparé à Eevee. Je vous disais tout à l'heure que c'était compatible avec tous les objets, c'est-à-dire que si je prends par exemple un papyrus, un parchemin, ce que vous voulez, avec une magnifique citation du Seigneur des Anneaux qui est au passage la meilleure trilogie que l'on ait jamais créée, vous voyez qu'ici, voilà, on a également quelque chose qui est sympa et ça réagit assez bien sur les endroits où on a du texte, où petit à petit ça va se colorer et se consumer petit à petit jusqu'à avoir une alpha de 0 partout. Ok? Donc on est parti. Je vous conseille, parce que ça va être quand même assez complexe, de voir en amont pour ceux qui ne maîtrisent pas bien les matériaux, les vidéos que j'ai fait sur le shader editor, sur les textures, sur le node wrangler, tout ça, parce que je vais essayer de m'attarder sur les détails importants, mais je risque d'oublier ou de passer vite sur certaines choses qui sont assez basiques, parce que là, le matériau est un petit peu plus complexe comparé à ce qu'on fait d'habitude. Donc je supprime tous les éléments de base, je vais rajouter un mesh de type monkey, je vais faire CTRL 3, clic droit shade smooth, CTRL 3 permet de rajouter du subdivision, et ne faites pas ça chez vous, mais là je le fais par exemple, CTRL A pour appliquer. Pourquoi? Parce que sinon, des fois quand je passe en temps réel ou autre, il ne prend pas le bon nombre de subdivisions. Ça c'est pour le but de la vidéo, mais vous, je vous conseille de ne pas appliquer le modifier, sinon ça va ramer un petit peu plus sur vos PC. Et une fois que j'ai ça, on est parti. Alors je vais faire pas mal de switch entre Cycles et Eevee au cours de cette vidéo, parce qu'il y a des avantages de Eevee que ne possède pas Cycles et inversement. La plupart du temps, quand même, il y a beaucoup plus d'avantages à utiliser Cycles. Seul inconvénient, ça demande un petit peu plus de ressources sur votre carte graphique. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais passer en vue rendu en haut à droite. Je vais cliquer sur Render Properties, je vais passer en moteur de rendu, donc Render Engine Cycles, Device GPU, Viewport Denoise, et très important, j'ai pas d'éclairage parce que j'ai tout supprimé, dans le World Properties, je vais cliquer sur la petite pastille jaune et je vais rajouter un environnement de texture, Open. Je vais prendre un qui est présent par défaut dans Blender. Je vais un petit peu vite, tout ça on l'a déjà vu plein de fois dans les vidéos, donc j'ai même fait une vidéo qui traite exclusivement des images HDRI, vous pouvez la regarder. Et là on est pas mal. Donc je peux switcher facilement entre le moteur de rendu, render preview pardon, de Cycles et le material preview de Cycles qui hérite un petit peu des paramétrages de Eevee à quelques différences près. Mais globalement, ça va être mon Eevee, ça mon Cycles. Des fois, je vais changer ici un Eevee pour avoir des paramétrages un petit peu plus avancés. Je vous expliquerai tout ça au cours de la vidéo. Et une fois que j'ai ça, on est parti. Donc je vais organiser ma vue 3D à peu près comme ceci. Comme ça, en haut, vous aurez le matériau, juste au-dessus de ma tête. Et en haut à droite, pardon, oui, enregistrer 8 fois la même vidéo et ne pas boire entre temps, j'ai la gorge très sèche. Et en haut à droite, vous allez avoir le shader editor, donc c'est la partie la plus importante. Et là, quand je vais cliquer sur New, c'est à partir de ce moment-là que les ennuis commencent. New! Bam! On a créé notre matériau. Et là, on est parti pour la partie compliquée. Alors, globalement, le process, ça va être quoi? Pour vous expliquer le principe de base. Pour faire un objet qui se consume et qui disparaît au fur et à mesure, j'ai besoin de deux matériaux, de deux shaders. Donc je vais faire tout ça dans le même matériau et je vais mixer deux shaders différents de type Principal BSDF. J'en aurai un qui sera l'état initial de mon objet, ça peut être du papier, ça peut être du carton, ça peut être quelque chose qui est inflammable. Et le second, ça va être la partie qui va prendre feu, donc qui petit à petit va perdre de son opacité, qui va se réduire, et le mélange de ces deux matériaux va nous donner le résultat que je vous ai montré tout à l'heure. Ok? Alors c'est peut-être un petit peu flou comme ça peut paraître plus clair si je vous le montre comme ceci, peut-être pas. En gros là j'ai mon matériau de papier, je vais vous montrer de suite. J'ai mon matériau de papier qui est celui de base, qui est présent par exemple juste là, et là c'est mon matériau enflammé. Ok? Et petit à petit, je vais dire,
ben, c'est ce matériau-là qui va prendre le dessus sur l'autre. Alors cet alpha, si je l'enlève, vous voyez que c'est un petit peu plus... Alors on n'a même pas de changement d'alpha si je mets à 0. Hop là, ça pourrait marcher également comme ça, mais on aurait moins de possibilités à faire la main. Donc on va changer l'interprétation d'alpha également en temps réel en fonction de ce qui est généré. Donc là, je m'avance un petit peu, c'est déjà des notions complexes qu'on verra juste après dans la vidéo. Hop là, on va commencer tout ça. Alors comment faire que Blender comprenne à tel endroit, il me faut le matériau 1, à tel endroit, il me faut le matériau 2. Quand je dis matériau, c'est shader, pardon. C'est un petit peu un abus de langage. Je vais avoir deux shaders ici. Je vais utiliser une texture qui va me générer un masque. Qu'est-ce qu'on peut bien utiliser comme texture pour avoir quelque chose qui s'agrandit comme ça de manière assez réaliste? Ma texture préférée, vous la connaissez, vous l'avez chez vous. Il s'agit du Musgrave Texture. Quand j'ai ceci, conseil, Edit, Preferences, si ce n'est pas déjà fait, Add-on, Node Wrangler, et vous l'activez. Il est gratuit, il est présent par défaut dans Blender, vous n'avez rien à télécharger, vous avez juste à l'activer. Je me demande d'ailleurs pourquoi il n'est pas activé par défaut, parce que c'est très pratique. Ça sert à quoi? CTRL, SHIFT, clic gauche sur ma node, automatiquement, vous voyez, ça m'affiche la projection de ma texture en temps réel. Alors, de ce pas, je vais rajouter un node de type Texture Coordinates. Ça va me permettre de définir le type de génération de mon Musgrave. C'est une image, enfin du moins une texture procédurale. Donc procédural, ça veut dire qu'il y a un algorithme derrière qui va me générer en 3 dimensions des variations basées sur différentes valeurs, l'échelle, les détails, la dimension et la cunarité. Tout ceci, je peux le faire marcher sur des UV, sur une génération automatique. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est le object, qui est une génération automatique comme le generate, mais qui est basée sur la vraie échelle de l'objet. C'est-à-dire que si là, je fais un rescale, rien ne se passe. Mais si je fais CTRL à scale pour appliquer l'échelle, il va me régénérer ma texture en fonction des paramétrages que je lui ai indiqués, et surtout en appliquant l'échelle de mon objet, ce qu'on appelle le real world scale, donc c'est la vraie échelle de mon objet qui va être appliquée sur ma texture, et ça c'est vraiment top. CTRL S, parce que j'ai pas envie de recommencer moult et moult fois la vidéo. Une fois que j'ai ceci, moi Musgrave Texture, je vais pouvoir y changer plein de choses. J'ai mon échelle, donc là on pourrait se dire, ah mais c'est ça qu'on va utiliser pour faire agrandir ou réduire les zones qui vont brûler. Non, ce serait une erreur. Pourquoi? Parce que là ça va changer la zone, on va dire que c'est une box, pour faire simple. Ma boîte de génération de ma texture, c'est cette échelle-là que je vais changer. Donc vous voyez qu'à chaque fois, mais ça va me refaire une autre génération, un autre seed, parce que ça agrandit plus ou moins notre matériau. Donc c'est pas ça qu'on va utiliser. On utilisera un map range qui va permettre d'avoir la main sur toutes les couleurs. On le verra juste après également. Donc là, pour l'échelle, je vais descendre un petit peu. Je vais aller à 4. Je vais essayer de vous donner des chiffres ronds, comme ça vous pourrez rentrer les mêmes dans votre Blender. Et normalement, vous aurez exactement le même résultat que moi. Les détails. Les détails, ça va permettre de rajouter des détails. Par défaut, on va être un petit peu déçu. C'est-à-dire que entre le 1,4 ou le maximum, 15, ça ne rajoute pas des masses. Pour accentuer les détails qu'on a rajoutés, c'est la dimension. La dimension, si je la baisse un petit peu, vous voyez, je vais avoir de plus en plus de détails jusqu'à avoir quelque chose qui n'est pas du tout interprétable pour ce qu'on veut faire. Ça va rajouter carrément des patterns entre les zones de propagation. Donc moi, en mettant par exemple du 0,7, vous voyez que j'ai bien des endroits qui se détachent. Et ça nous fait penser à quoi? Ça nous fait passer un papier qui brûle. Et c'est exactement ce qu'il me faut. Et vous voyez que le détail maintenant, il est un petit peu plus visible. Maintenant que j'ai baissé la dimension, je vais le laisser à 15. C'est exactement ça dont j'ai besoin de la vidéo. Ok. Et quand j'ai ceci, intéressant, là j'ai un masque. Et ce masque, si je rajoute un mix shader, il va me permettre de faire varier les différents matériaux. Donc en gros, je vais prendre deux principles du SDF. Exactement les mêmes, j'ai fait un Shift D pour le dupliquer. Mon mix shader, il fonctionne comment? Mix shader, je dis à Blender, ok, tu as 3 entrées. Tu as 2 shaders, le shader A, le shader B, tu as un factor. Si mon factor est égal à 0, tu prends que le shader A. Si le factor est égal à 1, tu prends que le shadow B. Donc c'est une sorte de poids, une balance. Soit tu penches à gauche, soit tu penches à droite. C'est difficile à dire. Et ces variations-là, plutôt que les faire à la main, j'ai une entrée, donc c'est nickel. Et cette entrée, ça peut être quoi? Vous l'aurez deviné, mon Musgrave Texture. Et là, si j'affiche avec CTRL-SHIFT-gauche, on a quelque chose de magnifique qui ne change pas du tout. Pourquoi? Parce que comme j'ai dupliqué mon shader ici, et automatiquement, lui, il ne comprend pas trop, donc il me fait quelque chose avec la même chose. Donc si je prends la base color et que je le mets vers le noir, vous voyez qu'on a ceci. Alors dès le début, là vous voyez que ça fonctionne. Hein. J'ai bien une variation de BSDF entre A et B en fonction de cette texture-là qui est générée en noir et blanc. Alors on a quelques différences, là vous voyez qu'on a quelque chose de, avec très peu de détails, là quelque chose de très flat,
qu'on ne retrouve pas forcément ici. En fait, on le retrouve, c'est qu'il y a une légère interprétation différente. Si vous voulez modifier là, on peut rajouter une color ramp. Et cette color ramp va me permettre de changer un petit peu les valeurs. Notamment, alors là, on ne va pas forcément le voir. Si, notamment ici, si je veux un découpage un petit peu plus sharp à cet endroit-là, je vais le décaler vers du 0.85. Je pense que ça peut être pas mal. Et ça va permettre d'avoir quelque chose d'un petit peu plus brut à ces endroits-là. Vous verrez que ça va être utile par la suite. Donc tout ça, on va le remodifier après coup. Là, on pourrait très bien, dès le début, mettre une alpha ici à 0 et voir un petit peu ce que ça donne. Alors le problème de l'alpha à 0, il y en a plusieurs. C'est que par défaut, il n'arrive pas à l'interpréter. Alors ça, c'est pas top, mais malheureusement, c'est comme ça que ça marche. Alors, pour avoir une jolie interprétation alpha, remarquez que si je passe un cycles, là pour le coup, on est nickel. Je mets quelque chose avec du vide. C'est ça que je veux. Si je passe un Eevee, on ne l'a pas. Donc pour changer ces paramétrages, c'est pour ça que je vous disais que je vais faire quelques allers-retours. Je suis obligé de passer dans le render engine Eevee. CTRL S parce que des fois ça plante à ce moment-là. Et une fois que je suis ici, dans mon shader editor, je peux aller dans les options. Et ici, on a différentes interprétations d'alpha. Le blend mode, par défaut, il est en opaque. Donc là, Blender, il dit, alpha ou pas, moi, je te mets de l'opacité partout à 1, mais je t'indique en noir ce qui est non opaque et en blanc ce qui est opaque. C'est pas fou. On a l'alpha clip qui permet de découper de manière brute ma map. Donc ça, on va souvent avoir des changements entre ma map de base et ma map clippée, parce que là, il fait un arrondi et il le tronque. On a l'alpha hashed, donc ça c'est ce qu'on va utiliser, ça fait une sorte de projection de points, pas très précise, pas très définie, mais qui va faire le café pour ce qu'on veut faire. Et on a l'alpha blend où là il va essayer d'interpréter le découpage alpha en faisant un dégradé. Par défaut, des fois ça marche pas trop, vous voyez qu'on a des soucis de flip de normal, même en activant le backface culling et tout, des fois on a des petits soucis, donc je vous le conseille pas, du moins dans ce cas-là. Donc moi je passe ça en alpha hashed. Et ça a pour avantage que si je retourne en cycles et que je reste en preview mode, il va hériter des paramétrages d'Eevee, et du coup j'ai bien une interprétation alpha qui est correcte. Ok, donc quand j'ai ceci, là j'ai plein de choses à changer. Donc ça c'était pour les paramétrages d'alpha, mais moi ça ne m'intéresse pas, je vais remettre mon alpha à 1. Vous allez voir pourquoi juste après. Moi ce que j'aimerais bien faire, c'est changer, faire propager ma texture de type Musgrave. Je vous ai dit tout à l'heure, on ne peut pas se permettre de toucher l'échelle parce que ça refait une régénération à chaque fois. C'est pas top. Le changement d'échelle, c'est changer l'échelle du volume de génération de la texture. Donc c'est pas bon. On s'aperçoit sur le côté, à l'oreille là, que j'ai bien une texture, vous voyez, qui va s'agrandir petit à petit. Et c'est pas la folie, c'est pas comme ça qu'on peut gérer la chose vraiment précisément. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un map range. Et le map range, c'est magique. Map range, si je l'affiche avec CTRL-SHIFT-clic gauche, ça ressemble à ça. Par défaut, ça ne change rien. Et là, j'ai plein de valeurs qui vont m'intéresser. J'ai le from min, donc ça va venir rogner le minimum, ce qui était, vous voyez, ce qui est à 0 reste à 0, ce qui est en gris, petit à petit, vous voyez, va se faire rogner. On a le from max, donc là, c'est l'inverse. Ce qui était en blanc reste blanc, ce qui était gris va devenir blanc. On a le to min, donc là, c'est pour prendre les valeurs qui étaient égales à 0 et les augmenter un petit peu. Vous voyez, ce qui était noir devient gris, et inversement, to max, ce qui était blanc, petit à petit, va devenir noir. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est de faire, attention, c'est très précis, de faire diminuer le from min et d'augmenter le to max. Pourquoi? Parce que là, si je diminue le from min, vous voyez que petit à petit, je vais avoir quelque chose qui va être de plus en plus vers le blanc, et le to max, si je l'augmente petit à petit, je vais avoir quelque chose qui va clamper vers le blanc. Et c'est ça. Mon résultat final, moi, je veux quelque chose qui ressemble à ça. Quelque chose de tout blanc. Pourquoi? Parce que quand il sera tout blanc, valeur de 1, on se rappelle mix shader, 0 première entrée, 1 seconde entrée. Donc si j'ai quelque chose de tout blanc, ça va prendre exclusivement ceci. Donc on peut s'en apercevoir très rapidement là. Il faut imaginer que par défaut on a ça. Et petit à petit, je veux avoir quelque chose. Donc ce qui est noir, c'est ce qui va brûler. Là, je veux avoir quelque chose qui ressemble à ça. Ok? Alors pour faire ça, là vous voyez qu'à la main, je suis obligé de changer de valeur. C'est pas top. Je peux rajouter un node de type value. Et la relier directement. Parce que là, je suis un petit peu embêté. Parce que je peux relier ça au toMax, je peux relier ça au fromMin, mais le problème, c'est que là, quand je vais augmenter cette valeur, ça n'a pas bien marché, vous voyez, ça me fait un truc bizarre. Pourquoi? Parce que là, Blender, je lui ai indiqué la chose suivante. Cette valeur-là, tu me la mets à la fois dans le fromMin, dans le toMax. Ok? Donc ça veut dire qu'ici, j'ai 0,8 là et 0,8 ici. Alors ce que je pourrais faire, c'est avoir ça pour changer uniquement le toMax et baisser le fromMin à la main, mais
c'est dommage. Blender nous propose plein d'outils pour faire des opérations mathématiques que je vais utiliser. C'est-à-dire que j'aimerais avoir, dans un premier temps, l'inverse, l'opposé, pardon, entre le FromMix et l'AutoMax. C'est-à-dire que là, quand j'ai 0,8, je veux du moins 0,8 ici. C'est pas correct, mais vous allez voir comment faire. Donc je peux rajouter un node de type math. Je vais rajouter l'entrée dans la value, cette valeur ici. Par défaut, je suis en add. Donc là, si je suis à 0,8, je vais être en 1,3 là. Donc ça ne m'intéresse pas. Comment je fais pour inverser? Je vais multiplier par une valeur négative. Donc si je fais du moins 1, là, je vais avoir 0,8, moins 0,8. Vous voyez, petit à petit. Et c'est quelque chose qui fonctionne, mais je trouve que la propagation n'est pas top. Moi, j'aimerais que le FromMin se déplace un petit peu moins rapidement que l'AutoMax. Donc je vais mettre du moins 0,3 par exemple. Et là, vous voyez que je vais avoir quelque chose qui est un petit peu mieux. Donc par défaut, si je suis à 0, rien n'est brûlé. Et plus je vais avancer ça, plus ça va se consumer. Et avoir quelque chose entièrement brûlé. Donc moi, je vais mettre à peu près ici pour avoir quelque chose qui est mi-brûlé. Donc vous verrez que ça, on va l'animer en temps réel en se linkant à la timeline avec un outil qui est assez sympa. Enfin, juste une petite manip pour lui indiquer que cette valeur, ça hérite tout simplement de la frame de la timeline. Et là, on est pas mal. Hein. Là, dans notre animation, on n'a plus qu'à faire le shader de cette partie-là. C'est la partie la plus intéressante. Pas forcément la plus complexe, mais c'est ce qui va nous intéresser. Alors la partie la plus complexe, c'est la gestion de l'alpha. C'est-à-dire que si là, je mets une alpha à 0, ça va pas être top. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une color ramp. J'utilise une color ramp, hop là. Je vais prendre la sortie de ma map range, très important. Ne faites pas l'erreur de prendre directement le Musgrave. Pourquoi? Parce que ma map range, c'est elle maintenant qui fait foi. C'est elle qui va m'animer mon Musgrave. Donc je veux avoir la même animation entre mon masque et ici les zones qui vont brûler. Donc je prends ceci, je le relie là, tac, je prends ma color et je le mets sur l'alpha. Et là, qu'est-ce qui se passe? Par défaut, rien du tout. C'est tout à fait normal. Par défaut, rien du tout. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je prends cette valeur-là et que je la décale comme ça petit à petit? Rien du tout également. Maintenant, si je fais CTRL... Alors, je vais revenir au truc de base. Rien du tout visuellement. Hein. Mais vous allez voir qu'en fait, il se passe quelque chose. Si je fais CTRL, SHIFT, clic gauche dessus. Par défaut, j'ai ça. Moi, j'aimerais bien avoir quelque chose d'un petit peu plus sharp. Vous voyez? Et quand je fais ça, ça me permet d'enlever toutes ces sortes de petits détails qui vont pas forcément m'intéresser quand mon objet va brûler. Donc moi, j'aimerais bien quelque chose d'un petit peu plus... avec moins de dégradé. Parce qu'un objet qui brûle, il n'y a pas tout ça qui se consume. Vous voyez? Ça brûle avec beaucoup plus de choses sharp. Et on va avoir un léger dégradé ici. Donc vous pourrez, en fonction du type de feu que vous voulez faire, si un objet brûle plus ou moins facilement, avoir quelque chose de plus ou moins étendu en termes de dégradé. Donc je vais mettre 0,9. Allez, 0,9, ça veut dire que c'est pas mal. Et là, j'ai un petit souci. C'est que, en fait, mon alpha est inversé. C'est-à-dire qu'ici, je voudrais du 0, et en fait, j'ai du 1, et inversement. Alors, comment je fais? Soit j'inverse ces deux choses, avec... Bon, c'est pas si simple, il faut un petit peu trafiquer les trucs. Soit, node de type invert, que je mets juste là. Et là, c'est pas mal. Et là, c'est magnifique. Là, vous voyez, je vais revenir. Ceci, là, ça va vraiment me permettre d'avoir quelque chose de plus ou moins sharp sur le côté. 0,92. Là, on est bon. CTRL S. Une fois que j'ai ça, le plus dur est fait. Le plus dur est fait parce que là, j'ai juste... Là, c'est la partie fun maintenant où je vais colorer ma map range. Comment je colore une map range? Color ramp. Et oui, le color ramp, ça a plusieurs utilités. Ça peut permettre soit de venir rogner un petit peu les valeurs, un petit peu comme le map range. Là, c'est comme si on changeait le min et le max. On lui dit tout ce que tu avais ici, tu me le mets noir, tout ce que tu avais ici, tu me le mets blanc. Mais ça peut permettre de convertir une valeur noir et blanc en couleur. Donc si je prends ça et que je fais un color sur la color, par exemple, là, les couleurs que je vais avoir ici, et si je décale ça, ça va colorer. Donc si je mets du vert, et ça va colorer mon dégradé. Mon dégradé noir et blanc va devenir en dégradé vert et blanc. Donc, paf, là, normalement, on peut s'amuser. C'est-à-dire que mon feu, enfin la partie qui brûle, je la veux de quelle couleur? Je la veux orange. Je vais mettre quelque chose qui est orange, à peu près comme ceci. Vous voyez, par défaut, on ne voit pas grand-chose. Pourquoi? Parce que c'est plutôt les valeurs du milieu ici qui vont être interprétées. Donc ça vient de la couleur de base. Donc là, je vais mettre une valeur ici, et vous allez comprendre un petit peu comment ça marche. Là, si je remets un orange, vous voyez, ah ouais, là, on commence à avoir un dégradé. Puis on a du blanc qui est présent juste là. Ce blanc, il vient d'où? Il vient de là. Donc si ceci, je le mets noir, vous voyez que ça assombrit un petit peu ici. Mais là, il me manque encore certaines valeurs. Alors déjà, première chose à faire. Si je veux que tout le bord de mon objet devienne très noir, comme on a là,
Mais il suffit de prendre cette poignée et de la décaler un petit peu vers la gauche. Et là, vous voyez que petit à petit, ça va venir rogner mon objet. Donc là, pareil, en fonction de ce que vous voulez faire, une cendre plus ou moins qui se propage plus ou moins sur votre objet, ben vous pouvez très bien changer ici. Moi, je vais mettre par exemple quelque chose qui ressemble à ça. Je vais rajouter un autre node juste là pour avoir un orange un petit peu plus clair. Voilà, comme ceci. Donc ça dépend vraiment de ce que vous voulez obtenir comme effet. En gros, là, mon dégradé, voilà, si j'arrive à isoler une partie de mon objet, mon dégradé il va faire ça. Il va faire d'abord du noir, c'est ce que j'ai là, du orange, c'est ce que j'ai là, un petit peu de rouge, c'est ce que je vais avoir là, et après du orange. Et là, on enchaîne sur du blanc. Pourquoi? Parce que c'est encore mon matériau de base qui est présent. Si je veux voir vraiment uniquement le dégradé, je peux augmenter un petit peu cette value-là pour avoir quelque chose qui est brûlé quasiment à 100%. Par exemple, ceci. Ça, c'est très bien, cette partie-là. Et là, je vais pouvoir trafiquer tout ce que je veux. Alors, je trouve que les couleurs sont pas top. Ça serait peut-être plus du jaune, voilà, comme ça. Jaune orangé. Et lui, peut-être qu'il est un petit peu plus rouge. Voilà. Et là, on est pas mal. Là, je trouve qu'on est pas mal. CTRL S. On peut voir ce que ça donne en cycles. Un cycle, ça rend toujours un petit peu mieux l'interprétation. Là, je trouve que c'est pas mal. CTRL S. Petite chose qu'on va changer. L'avantage, un des avantages de Eevee, c'est qu'il permet de faire du bloom. Donc le bloom, c'est ce qu'on va voir dans l'émission. Là, si je relie ma color à l'émission, il ne se passe rien. Emission strength, si j'augmente. Ok, ça me booste un petit peu les valeurs. D'ailleurs, là, potentiellement, on va devoir réajuster un petit peu ce qu'on a ici parce que c'est vrai que l'émission, ça vient me faire tendre un petit peu les choses vers le blanc. Ça a tendance peut-être à cramer certaines zones également. Donc ça, on peut voir aussi dans le color management, il y a des choses à changer. Mais une fois que j'ai ceci, j'aimerais bien voir un bloom en temps réel. Alors, pour voir du bloom en temps réel, je peux aller dans Eevee et activer tout simplement ici le bloom. Alors, par défaut, il est peut-être un petit peu trop intense en termes d'intensité de rayon, de radius. Donc je peux aller dans Bloom, je peux baisser un petit peu l'intensity pour baisser l'intensité du Bloom, je peux baisser un tout petit peu également le rayon, voilà, pour avoir quelque chose qui ressemble à ça. Ça, c'est un avantage d'Eevee, c'est que je peux avoir très facilement du coup un résultat, vous voyez, avec quelque chose qui va donner l'impression que ça éclaire, je dis bien l'impression, en temps réel. Là, c'est pas mal, vous voyez, on a d'abord notre matériau de base, on commence à avoir des zones qui commence à chauffer, et là, tac, on a bien notre dégradé qui s'effectue. On n'a peut-être pas assez de noir ici, on va peut-être changer ça, mais bon, quoi que. Allez, pour l'exemple, comme ça, on aura quelque chose de différent par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc là, on est pas mal, hein. Et en cycles, ça donne ceci. En cycles, l'avantage, alors, inconvénient, c'est qu'on n'a pas de bloom par défaut. On doit faire ça dans le compositor si on veut le faire. Voilà, avec glare, pas glow, mais glare, qui permet d'obtenir quelque chose d'intéressant. Mais là, je vais bouger un petit peu ça. Voilà, là c'est peut-être mieux. Ouais, je préfère comme ça. Mais là, on a un très joli matériau. Et l'avantage, c'est qu'en utilisant l'émission, ça va éclairer ce que vous avez autour également. Donc là, si je mets un plan, hop là. Vous voyez, ça va vraiment projeter de la lumière. Donc si je mets mon world à 0, lui, il va éclairer. Et là, l'éclairage, c'est uniquement avec mon matériau. Chose que ne fait pas Eevee, sauf si vous faites un build, des lights, etc., etc. Et bien là, autant vous dire qu'on a quasiment terminé. Il manque quoi? Ah oui, même je me disais, ben on a fini en fait. Il manque ça. Ça, on veut le driver avec la timeline. La timeline qui ressemble par défaut à ceci. C'est-à-dire que j'ai une notion de frame et j'aimerais bien faire en sorte que cette valeur-là, en fait, ça représente ma frame. Donc comment je fais? Ben, je vais prendre ma note de type value et je vais taper hashtag ou dièse frame, entrée. Et là, automatiquement, ça va prendre mon numéro de ma frame. Alors, inconvénient, c'est que c'est beaucoup trop rapide. C'est-à-dire que là, je suis à 0, frame 1, je suis à 1, et là, en 5 secondes, mon truc est évaporé. L'avantage, c'est que ça prend en compte les trucs mathématiques, les opérandes. Donc, si je fais diviser par 10, là, ça va aller 10 fois moins vite. Voilà. Et là, on est pas mal. Je pourrais me faire diviser par 20, si je veux que ça aille encore moins vite. Diviser par 15. Je fais vraiment ce que je veux. Là, espace, et vous voyez, hop, là, ça vient se consumer jusqu'à disparaître. Alors, si vous voulez faire ce que j'ai fait dans mon exemple tout à l'heure avec une sorte de parchemin qui brûle, c'est vraiment pas compliqué. Il vous suffit juste d'éditer d'éditer le shader que vous avez en entrée ici. Ce shader-là, en fait, il faut vous dire que c'est le shader de base. Voilà. Donc, si je veux qu'au début, on ait du métal, ce qui serait totalement incohérent, je pourrais mettre un métal qui ressemble à ceci.
Et quand j'avance ma timeline, vous voyez, mon métal viendrait brûler. Alors c'est pas cohérent parce que le métal ça fond, ça brûle pas comme ça, vous aurez compris. Mais tout ça pour vous dire qu'en éditant ce Principal BSDF ici, vous allez pouvoir obtenir... Oh, j'ai mis une roughness à 0. Vous allez pouvoir obtenir quelque chose qui va définir le matériau de base avant de switcher sur le second matériau. Et l'avantage, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que si je rajoute un plan par exemple, et que je mets mon matériau dessus, automatiquement, c'est compatible. Et ça, c'est quand même très pratique. Donc là, si vous voulez, on peut le faire très rapidement. Hein. Faire très rapidement. Je vais dupliquer mon shader, je vais rajouter un image texture, tac, tac, open, download. Alors, il y a plein de photos d'oreilles parce que je suis en train de faire du sculpting. Tac. Et si je prends ma color sur la base color, dans le premier Principal BSDF, vous allez voir que ça fonctionne très bien. On a d'abord ma texture et ensuite, elle vient brûler. Comme d'habitude, en rendu un petit peu plus précis quand même, avec Cycles. Donc ensuite, vous pouvez vous amuser quand vous avez fait un rendu avec Cycles pour ajouter du glow, pour ajouter du depth of field, pour faire plein de choses. Ça, vous connaissez déjà, j'ai fait plein de vidéos. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous a aidé. Donc là, on peut changer plein de choses. Là, il y a plein de choses qui pourraient être modifiées. L'avantage, c'est que c'est évolutif et surtout compatible sur tous les objets. Donc moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on n'a pas besoin de faire appel à la simulation qui sera assez lourde pour faire ceci. Compatible EV Cycles, donc ça, c'est quand même très pratique. Et on a des petits effets sympas, vous voyez, où on voit la chaleur qui commence à arriver et ensuite, pouf, ça commence à fondre. Tout ça, c'est évolutif. Vous pouvez vous faire des groupes de matériaux pour éditer certains attributs en exposant ce que vous voulez. Et voilà. Je ferai peut-être une petite vidéo pour, en mode teasing là, sur Twitter pour montrer que c'est assez simple, où je passerai les différentes nodes. Par exemple, d'abord on fait du Musgrave, ensuite on fait un map range, puis une color ramp, on fait un mix shader, on a le shader de base, on a le second, on mixe les deux, et puis voilà ce que ça donne. Basta. Ok? Bon, c'est assez complexe parce qu'il y a beaucoup d'informations, mais c'est pas très compliqué. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez faire plein de variations de matériaux. J'ai plein d'idées, je pense que la prochaine vidéo, ce sera encore sur du surfacing, sur des matériaux comme ça, parce qu'il y a plein de choses où des fois les gens s'embêtent à faire des simulations, à faire une displacement, des choses très compliquées, alors qu'il y a des méthodes très simples pour le faire. Donc voilà, on pourrait pousser le truc encore plus loin en changeant la projection par défaut et faire en sorte que ça s'envole, en faisant une distorsion, en faisant plein de choses, en rajoutant par-dessus des modifiers, plein de trucs à faire. Mais voilà, c'est quelque chose d'assez basique qui vous donne un socle pour faire quelque chose de plus avancé. J'espère que ça vous aura aidé, que vous aurez appris des choses, c'est l'essentiel. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux qui sont dans la description comme d'habitude. Twitch également, sur lequel je suis en live quasiment tous les jours. On fait de la 3D, on fait du gaming, on parle, on pose des questions sur l'actualité, sur les technologies, sur plein de choses. Le Discord d'entraide qui est dans la description. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!